La riposte, c'est vous. Donnez au poste. Amis du café, amis du café, amis des micros, amis des invités qui sont déjà là, amis des libertés, amis de Gaza, amis de ce pouvoir qui se désagrège sous nos yeux, bonjour, 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 vous êtes au poste, nous sommes le 7 octobre 2025, il est 9 h du matin, bienvenue à vous, si vous regardez ce replay, sachez que vous pouvez le voir sur oposte.fr qui est notre site sur lequel il y a absolument toutes nos archives. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Gaza, évidemment, 2 ans après les attaques du 7 octobre 2023. Et au-delà de Gaza, on parlera de l'humanitaire. À quoi sert l'humanitaire avec 2 invités que je vais vous présenter. Solidarité, impartialité, indépendance, ces mots résonnent encore comme les fondations d'un idéal. Mais que reste-t-il de ces principes quand l'humanitaire s'inscrit dans un monde dominé par les rapports de force, les crises climatiques et l'emprise du néolibéralisme? Jean-François Corti, alors je vais voir s'il est là, Jean-François Corti, je sais qu'il est là. Il est là. Il est là, Jean-François Corti, bonjour. Bonjour David, ça va? Ça va très très bien, ça va très très bien. Ton livre est ici, tu es président de Médecins du Monde, bien connu de nos services, favorablement d'ailleurs, je dois le dire, et tu es l'auteur de Géopolitique et de l'action humanitaire, 40 fiches illustrées pour comprendre le monde, une collection dirigée par Pascal Boniface, puisque c'est aux éditions Erol, dans la collection Iris. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Et voici qu'arrive casqué Bertrand Brequeville, qui lui est l'auteur de cet ouvrage, Contre-histoire de l'humanitaire, qui paraît aux éditions Critiques. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, il y a un petit souci. Il y a un petit souci. Hop, voilà, il y a un petit souci. C'est que moi, au début, je voulais faire un débat, et en fait, vous êtes dans la même boîte. C'est-à-dire, vous êtes tous les deux à Médecins du Monde. Puisqu'il y en a un qui est à droite, qui est le président, et celui qui est à gauche, qui s'occupe des recrutements de Médecins du Monde. Donc l'idée, c'est pas de faire un conseil d'administration animé et en public, mais d'essayer de comprendre ce qui est à l'œuvre dans l'humanitaire aujourd'hui et dans vos 2 ouvrages qui se répondent, qui se complètent, qui parfois se contredisent, et qui, je suis certain, à la fin de cette émission, va faire que nous en sortirons grandis et avec plus d'intérêt. Êtes-vous d'accord pour ces règles du jeu? Tout à fait. Ah oui, c'est très clair. Juste David, il faut comprendre aussi que même au sein de Médecins du Monde, si on porte des valeurs communes, on est une association ouverte, on débat, des fois on n'est pas d'accord, mais on sait que à la fin, on a un consensus et on avance. Donc, il n'y a pas de stress sur ça. Impeccable. Alors, si tu peux bouger un tout petit peu ta caméra, Jean-François, parce que ou toi tu bouges, voilà, c'est absolument parfait. Alors d'abord, quand même, faisons un petit point sur Gaza, sur la situation aujourd'hui à Gaza. Lequel de vous deux ou tous les deux, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, 7 octobre 2025, quelle est la situation humanitaire dans la bande de Gaza, de ce que vous en savez, de ce que vous disent vos équipes? Allez-y, allez-y. Bertrand? Ah, je te laisse commencer, Jean-François. Vas-y. Ok, écoute, David, aujourd'hui, donc c'est les 2 ans des atrocités du 7 octobre 2023, où voilà, des centaines de civils israéliens sont morts et cet acte terroriste relève absolument d'un crime de guerre, un crime contre l'humanité. Voilà, il faut honorer la mémoire de ces morts. Dans un contexte où, il faut l'avouer, il est difficile de rappeler, dans les médias mainstream notamment, que cet acte terroriste intervient dans un contexte de guerre, on va dire coloniale, qui oppose Palestiniens et Israéliens depuis au moins 50 ans. Je dis ça parce que, tu le sais, on en a déjà parlé, c'est extrêmement difficile de rappeler qu'il y a des milliers et des milliers de Palestiniens qui ont été déplacés, expropriés, tués depuis 50 ans, bien avant les atrocités du 7 octobre, ce qui n'excuse rien hein, pour cet acte terroriste dont voilà, aujourd'hui on honore les morts, mais qui ne tombe pas comme ça du jour au lendemain. Donc on est dans un contexte d'un conflit de nature coloniale qui, de fait, depuis 2 ans, s'est accéléré sur 2 territoires, celui de Gaza et en Cisjordanie, où on n'oublie pas
même si encore une fois, de nombreux médias mainstream oublient que la colonisation s'accélère de surcroît encore plus depuis début 2025. Sur Gaza, la situation, elle dépasse je dirais la notion d'humanitaire, parce que quand on emploie la notion de crise humanitaire, on peut y mettre un peu tout, il y a un peu tout et n'importe quoi. Et je pense que ce qu'on fait en tout cas chez Médecins du Monde, c'est redire qu'il y a une crise d'humanité sur ce territoire, parce que il y a au moins 70 000 morts aujourd'hui qui ne prennent pas en compte la totalité de ceux qui sont restés sous les décombres ou qui meurent à petit feu sous des bâches en plastique. C'est 150 000 blessés, dont 20 000 qui mériteraient d'être sortis en urgence parce que le système de santé a été pratiquement totalement détruit. C'est près de 200 journalistes tués, 300 humanitaires tués, l'entièreté de la population qui a quasiment été déplacée aujourd'hui. Et les Palestiniens sur Gaza vivent sur moins de 10% du territoire d'avant le 7 octobre. Donc, pour pas être trop long, et on y reviendra, et je laisserai la parole aussi à Bertrand, on est sur un contexte aussi de famine objectivé par les Nations Unies. Famine qui allie à plusieurs critères. La définition de la famine, c'est au moins avoir 30% de mortalité, et c'est surtout les enfants en général qui morfent, si je peux me permettre. C'est au moins un foyer sur 5 qui n'a pas accès à la nourriture, et puis c'est des taux de mortalité démentiels. Cet été, les Nations Unies ont objectivé donc une situation de famine créée par la main de l'homme, donc créée par le blocus israélien, délibéré, alors même que depuis janvier 2024, la Cour internationale de justice parle de risque possible de génocide, et notamment rappelle qu'il faut laisser l'entrée l'aide pour éviter la famine, qu'il y a des premiers cas de malnutrition liés au blocus documentés en juillet 2024 par les Nations Unies, que Médecins du Monde, en novembre 2024, documente déjà des taux explosifs de malnutrition dans ces cohortes de patients, c'est-à-dire au moins 20% d'enfants malnutris et de femmes enceintes et allaitantes, alors même qu'on était à moins de 0,3, 0,5% avant le 7 octobre 2023. C'est Amnesty International aussi et Human Rights Watch qui, déjà, fin 2024, disent qu'on est sur un contexte de génocide. Pourquoi je dis ça? Parce que les Nations Unies aussi, il y a moins de 3 semaines, ont, sur différents critères objectifs et pas sur des élucubrations, ont qualifié le contexte de génocide. Donc voilà, on est dans un contexte de génocide à Gaza, donc avec des mortalités énormes, une intention de détruire en toute ou partie une population, annoncée aussi par les autorités israéliennes, et dans un contexte où la communauté internationale reste très passive dans la possibilité, l'exigence, la nécessité qu'ils ont, au regard des conventions de 47, de stopper ce génocide. On a un plan aujourd'hui de Trump qui peut donner l'espoir d'une temporisation sur les massacres et le génocide en cours, mais qui reste d'une forte imprégnation, on va dire, coloniale, parce que dans ce plan, il y a énormément de zones d'ombre, il n'y a aucune question sur la colonisation en cours, il n'y a aucune question sur l'autodétermination palestinienne. On imagine un comité fait d'experts internationaux, dont un certain Tony Blair, qui on le sait par le passé, a engagé son pays, l'Angleterre, dans un conflit contre l'Irak sur de faux arguments, enfin bref, qui a servi à rien sur le quartet qui était censé gérer le conflit jusqu'à présent israélo-palestinien. Donc voilà, on en est là aujourd'hui. Bertrand, à toi la parole. Heureusement que Jean-François dit, je vais faire court. C'est toujours comme ça On a 1h30, donc on a 1h30, il va falloir combler, quoi. Ah ben, t'inquiète, ça va aller. Bertrand, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à ce qu'a dit Jean-François? Oui, peut-être ajouter quelques éléments aux nombreux aspects que Jean-François a abordés. Alors Jean-François l'a très bien dit, sur ce conflit israélo-palestinien, on est sur une guerre qu'on peut qualifier de guerre coloniale. Et ce qu'on observe aussi des années maintenant à Gaza, également en Cisjordanie, c'est un non-respect total du droit international humanitaire. Et ça m'amène à faire un rappel historique sur l'arrière-plan historique du droit international humanitaire, et de rappeler que la toute première convention de Genève, donc celle de 1864. Alors là, vous êtes en train de péter complètement mon conducteur, mais c'est pas grave, on va improviser, façon free jazz. Allons-y. Non, dire que la toute première convention de Genève, donc celle de 1864, ne s'appliquait qu'aux guerres nationalistes sur le sol européen, et ne concernait pas les guerres colonialistes ou les guerres d'expansion coloniale. Et aujourd'hui, le fait que le DIH ne soit pas respecté à Gaza et Cisjordanie... DIH, droit international humanitaire, dont il va être beaucoup question dans cette émission.
Tout à fait. Alors, page 74 de ton ouvrage, Jean-François. Alors, c'est un peu bizarre, j'en tutoie un, j'en vous vois l'autre. Je vais vous tutoyer tous les deux. Page, ouais, se rappeler ça. Page 74, mon cher, si tu es d'accord, Bertrand. Alors, donc, page 74, Jean-François, ton livre qui est richement illustré. C'est deux livres qui sont tout à fait différents. L'un est 40 fiches, extrêmement documentées et agrémentées d'illustrations, de cartes. Et je vais montrer cette carte, tandis que l'autre est un essai publié aux éditions critiques. Il y a quelques tableaux également. Il y a quelques tableaux qui apparaissent. Mais là, il y a cette carte et j'aimerais, Jean-François, on reste sur Gaza et après on va aller sur votre ami Henri Dunant, sur le DIH, sur le soft power que peut représenter les ONG, etc. On va avoir tout le temps de parler de ça, mais d'abord, page 74 dans ton livre, Jean-François, tu mets une illustration concernant le blocus israélien pour Gaza et tu nous dis, comme à chaque fois, à la fin de chacune de tes fiches, tu as un focus et à retenir, tu nous dis que le blocus, ça n'est pas le siège et que c'est d'une certaine manière bien pire. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un blocus et en quoi le blocus de Gaza est particulier? En fait, dans la typologie, on va dire, des systèmes militaires de privation d'une population, d'un groupe d'individus, en gros, j'en prends trois caricaturaux, il y en a peut-être d'autres, mais il y a la notion d'embargo. On a connu ça avec l'Irak, la Sierra Leone, Haïti, où voilà, on met la pression sur les entrées et les sorties, le business qu'un pays peut avoir, parce qu'on n'est pas content de la manière dont ils se comportent. Et donc, en général, ça impacte pas les élites des pays concernés, mais voilà, ça impacte les populations civiles. Et on a vu notamment en Irak, au moment de l'embargo, avant même les opérations militaires massives américaines, eh bien, les populations civiles, notamment en matière de santé, se retrouvaient en situation de pénurie, de médoc ou autre. Donc, il y a le premier niveau, on va dire, c'est l'embargo. Ensuite, tu as le blocus, où là, on resserre un petit peu plus on va dire la pression sur un territoire donné. Et Gaza, de fait, est sous blocus au moins depuis 17-18 ans, l'arrivée du Hamas au pouvoir. Et tout ce qui rentrait dans Gaza était déjà extrêmement contrôlé, et notamment en matière alimentaire. Certains documents rapportent même que les autorités israéliennes calculaient à la calorie près ce qui pouvait rentrer. Et donc, il y avait déjà une forme de contrainte sur Gaza avec un blocus qui entretenait des privations. Nous, Médecins du Monde, on a des équipes à Gaza depuis de nombreuses années et je peux vous dire, je m'y étais rendu en 2015 lorsque j'étais directeur des opérations pour voir les équipes. On avait déjà du mal à y rentrer, c'est déjà une prison à ciel ouvert, et on avait du mal à faire sortir notamment des malades qui n'arrivaient pas à être soignés parce qu'il y avait un dispositif médical qui ne permettait pas de couvrir toutes les pathologies. Je pense notamment aux chimiothérapies ou notamment radiothérapie, parce qu'il n'était pas possible de faire rentrer des matériaux, notamment fissibles ou on va dire radioactifs, parce qu'on ne sait jamais, ils auraient pu construire une bombe nucléaire. Donc il fallait sortir des malades pour les transférer vers les hôpitaux, notamment israéliens. Et c'était déjà difficile de sortir des malades. Et un jour sur deux, on ne savait pas sur quels critères c'était possible. Donc le blocus était déjà présent. On entretient une pénurie. Régulièrement, vous le savez, il y a eu plusieurs épisodes de conflictualité plus marquée, plus violente à Gaza, avec régulièrement des bombardements qui refaisaient revenir Gaza à une antériorité où on détruisait aéroports et quelques infrastructures pour bien s'assurer que le développement soit pas trop vite. Et ensuite, après le blocus, c'est l'autre étape qui est le siège, c'est-à-dire qu'on associe à la fois à la pénurie créée par le défaut d'entrée de matières premières, de nourriture ou autre, sur un territoire comme Gaza qui n'est pas autosuffisant, on y associe la notion de destruction massive, et donc des bombardements et autres. En termes de droit international, et on y reviendra, on a droit de faire des sièges ou des blocus, mais on n'a pas le droit de détruire des hôpitaux, de détruire des écoles, de tuer massivement des civils, des humanitaires. On doit laisser rentrer une aide proportionnée, ce qui n'est pas le cas à Gaza. On doit laisser sortir des blessés lorsqu'il y en a, et c'est le cas à Gaza, mais on n'arrive pas à les sortir. Donc, on a le droit de faire des sièges, aussi étonnant que cela puisse paraître, mais avec certains codes de conduite qui, aujourd'hui, ne sont pas respectés à Gaza. Et la spécificité, pour finir sur cette question, puisque tu me demandais qu'est-ce qui rendait spécifique le blocus de Gaza, c'est que non seulement il s'est transformé en siège avec les critères
tu l'auras compris, de destruction massive avec tous les chiffres de mortalité qu'on a rappelés. Mais ce qui fait la différence, on va dire, hein, par rapport à des sièges qu'on a connus à Alep, par exemple en Syrie, à Grozny, à Mariupol dernièrement en Ukraine, c'est que dans ces contextes-là, évidemment, il y a quand même beaucoup de mortalité, mais la plupart des civils arrivent à se barrer avant même que le siège soit effectif. On l'a vu à Mariupol en Ukraine. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de déplacés, de réfugiés, pas exclusivement de Mariupol, mais notamment de l'Est ukrainien. Et Mariupol se retrouvait avec souvent des malades, des personnes âgées en rupture de solidarité, des combattants, quelques soignants. Et eux, bien sûr, prennent cher, mais il n'y a pas l'entièreté de la population, les gamins et tout, ont le temps de se barrer. À Gaza, personne n'a pu se barrer. Au lendemain du 7 octobre, on était déjà, comme on l'a expliqué, sous un blocus depuis de nombreuses années. Tout était fermé. On ne pouvait pas sortir. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que sur cette bande de territoire avec une densité populationnelle hyper importante, fait environ 40 km de long sur 8 de large, avec 2 millions de personnes, beaucoup d'enfants, eh bien, vous avez autant de mortalité parce que la plupart des familles, les enfants, tout le monde est resté bloqué. Très peu de personnes, en fait. Il y a quelques milliers de personnes qui ont pu s'échapper ou sortir. Sinon, très peu de personnes ont pu partir. Et donc, on est sur ces taux de mortalité monstrueux. Je le rappelle, sur les 66 000 morts aujourd'hui identifiés, c'est plus de 83% qui sont des civils, des femmes et des enfants. Au bout de 4 mois de bombardement de Gaza, après le 7 octobre, on était déjà à des taux de mortalité d'enfants qui dépassaient. Il y avait plus d'enfants tués sur 4 mois de bombardement à Gaza que sur 4 ans de conflit à l'échelle de la planète. C'est ça la réalité de la dramaturgie de ce territoire. Et tout ça, Jean-François ou Bertrand, hein, comme vous voulez, tout ça s'explique parce qu'en fait, c'était une prison à ciel ouvert depuis des années et des années. C'est-à-dire que c'est pas un blocus qui est décidé d'un coup, c'est la résultante d'années et d'années finalement de siège, et qu'on est à un cran au-dessus. C'est ça? C'est comme ça qu'il faut le voir ou pas? Oui, je pense qu'on peut le voir comme ça. C'est le 7 octobre a entraîné une accélération, une aggravation d'un état de fait qui était préexistant, et une aggravation de la situation humanitaire sur le terrain. On voit bien aussi depuis maintenant plus de 2 ans où les ONG humanitaires font un plaidoyer absolument remarquable et essentiel pour interpeller les États sur leur obligation de respecter et de faire respecter le droit international humanitaire. On constate malheureusement les limites aujourd'hui de ce plaidoyer, et peut-être faut-il aussi envisager d'autres leviers, d'autres moyens d'action qui sont déjà à l'œuvre, peut-être via d'autres canaux, via d'autres organisations ou regroupements. Voilà, si on parle du génocide aujourd'hui à Gaza, alors pour mettre fin à ce génocide et pour en tout cas ralentir la livraison d'armes à Gaza. Voilà, à titre personnel, je suis davantage tenté de faire confiance aux dockers italiens ou aux dockers français qu'aux dirigeants des pays de l'OTAN ou de l'Union européenne. Donc je pense que la situation qui est en train de s'ouvrir oblige à réfléchir à plusieurs modalités d'action, à poursuivre le plaidoyer par les organisations humanitaires, et puis voir comment, à niveau plus global, la société civile mondiale peut se mobiliser, ce qu'elle a commencé à faire donc avec les actions des dockers à Gênes notamment, et puis bien sûr la flottille humanitaire pour Gaza, dont on sera peut-être amené à reparler d'ici la fin de l'émission. Bertrand, page 19, vous nous expliquez que l'humanitaire est un concept magnétique. Et la page qui précède, vous nous dites « Alors que des dizaines de milliers de travailleurs et travailleuses humanitaires s'efforcent chaque jour à travers le monde de répondre aux besoins vitaux de centaines de millions de personnes, appréhender l'humanitaire dans sa réalité concrète, à rebours des récits hagiographiques, est la meilleure manière de faire honneur à la sincérité de leur engagement, il est temps d'écrire une contre-histoire de l'humanitaire. » Ça, c'est l'introduction de votre ouvrage. On y vient tout de suite, mais d'abord, puisque vous êtes chargé du recrutement à Médecins du Monde, oui, et que vous écrivez ce livre, est-ce que ce qui est en train de se passer, ce génocide à Gaza,
vous a, enfin, a amené des gens à toquer à votre porte plus que pour d'autres guerres, d'autres conflits? Est-ce que parfois c'était pour des bonnes raisons, parfois pour des moins bonnes raisons, sans trahir de secret? Est-ce que vous pouvez nous dire si le recrutement autour de ce qui se passe en Palestine a modifié la donne pour vous? Puisque là, vous parlez des travailleurs et des travailleuses de l'humanitaire. Déjà, ce que je peux dire sur la Gaza et la Cisjordanie, c'est que le gros de nos programmes est mis en œuvre par des personnels recrutés localement, et je pense qu'il faut absolument, comme Jean-François l'a déjà fait, saluer leur courage et leur détermination dans un contexte extrêmement compliqué. Est-ce que la situation à Gaza et en Palestine a changé la donne au niveau des recrutements? Ce qui est sûr, c'est que au niveau de Médecins du Monde, je pense que les personnes qui postulent à Médecins du Monde sont très sensibles à nos plaidoyers sur Gaza, sur la Palestine en général, et puis sur nos plaidoyers sur le droit international humanitaire d'une manière encore plus globale. Ça, je pense que c'est un élément important. Après, dans le détail, vous dire si il y a plus de candidatures du fait de la situation à Gaza, je pense que c'est difficile d'avancer des chiffres très précis, mais en tout cas, il y a une sensibilité toute particulière au plaidoyer que peuvent mener les organisations humanitaires. Alors, vous voulez écrire une contre-histoire de l'humanitaire, vous dites qu'il faut sortir des récits hagiographiques. Ça n'est pas, je ne crois pas que Jean-François fasse des récits hagiographiques, mais c'est vrai que vos ouvrages sont différents et il est temps maintenant de l'aborder. Qui était donc Monsieur Henri Dunant, dont vous parlez à longueur de page l'un et l'autre? Qui veut parler de Henri Dunant, businessman suisse, qui se retrouve à Solferino, si j'ai bien compris, sur la bataille, et qui dit, là, il y a un problème. Qu'est-ce que vous voulez qu'on sache, qu'on pense d'Henri Dunant, fondateur donc de la Croix-Rouge? Je vais poursuivre. Vas-y, Bertrand. Ouais. Alors sur Henri Dunant, donc effectivement fondateur du Comité international de la Croix-Rouge en 1863, et puis un an plus tard donc la première convention de Genève. Donc c'est un monsieur qui est souvent voilà présenté comme un des pères fondateurs de l'humanitaire moderne, puisque son projet donc à l'issue de la bataille de Solferino était de créer des sociétés nationales de secours pour venir en aide aux soldats directement sur les champs de bataille. Et effectivement, donc ce projet a vu le jour en 1863, donc 4 ans après la bataille de Solferino. Ce que j'explique dans le livre, c'est que il y a pas mal d'aspects de l'histoire du CICR, ou de l'histoire en particulier de Henri Dunant, qui sont peut-être un petit peu méconnus de l'historiographie officielle. Et je pense qu'il faut remettre un certain nombre de choses dans leur contexte historique. Et je me permets de remonter d'abord à 1846. Donc là, on arrive à la moitié du 19e siècle. C'est une période de grandes agitations politiques un petit peu partout en Europe. Et la Suisse ne fait pas exception, puisque en 1846 éclate ce qu'on appelle la révolution radicale, qui mettra au pouvoir le libéral James Fazzi, et qui va écarter au moins temporairement du pouvoir toute l'élite bourgeoise protestante de Genève, dont sont issues les familles des futurs cofondateurs du CICR, donc notamment les familles Dunant et Moignet. Henri Dunant et Gustave Moignet, donc deux des cofondateurs du CICR, ont respectivement 18 et 20 ans au moment de la révolution radicale de 1846. Et ils vont vivre cette révolution radicale comme un déclassement au niveau social, et vont vouloir se réinvestir dans la vie publique suisse quelques années plus tard. Alors après la révolution radicale de 1846, donc l'ancienne élite protestante bourgeoise s'est réorientée soit vers l'éducation, soit le commerce, le négoce ou les affaires. Henri Dunant, lui, a choisi le domaine des affaires et de la banque. Et en 1859, c'est presque par hasard qu'il se retrouve à Solferino, puisque son objectif premier en se rendant à Solferino était de rencontrer Napoléon III pour que celui-ci puisse faire avancer ses affaires
en Algérie, qui était alors colonie française. Donc on voit que dès le départ, il y avait un peu autre chose que du désintéressement dans la démarche de Henri Dunant. Et puis, ce monsieur Henri Dunant a très vite eu une vision assez utilitariste de son projet, puisque de retour à Genève, il a ensuite dû trouver des financements pour mettre en place ce projet. Et un des arguments avancés par Henri Dunant, mais également les autres cofondateurs, étaient des arguments assez utilitaristes, puisque l'argument était du style: il vaut mieux soigner les blessés directement sur les champs de bataille plutôt que de devoir verser des pensions d'invalidité ad vitam aeternam, ce qui fait dire à certains historiens un petit peu ironique que Henri Dunant voulait également sauver la guerre d'elle-même en quelque sorte. Donc ça, je pense que c'est un point important à avoir en tête à propos de la création du CICR, et puis également avoir en tête que cette création du CICR, la mise en route de ce mouvement international de la Croix-Rouge et la première convention de Genève a également eu lieu dans un contexte d'expansion colonialiste très marqué, et on aura peut-être l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. Jean-François, en te lisant, tu es critique sur Henri Dunant, mais tu ne sembles pas en faire un point de friction aussi fort que le fait Bertrand. Pourquoi ? Parce que tu considères qu'en fait c'était il y a un siècle et demi et qu'on est passé à autre chose, ou est-ce que tu considères que cet aspect historique des choses, oui, est devenu accessoire ? Non, pas du tout. Simplement, je suis dans une ligne éditoriale du bouquin où tu l'as rappelé, c'est des fiches, et où moi j'ai voulu rapidement, et ça je l'ai appris au contact des étudiants avec lesquels je travaille, j'ai voulu rapidement être sur un ouvrage où on confronte certes des éléments rhétoriques, des principes, mettre en avant une typologie des acteurs, leur diversité, leur logique d'action, confronter ces éléments-là à la réalité. Et donc, pouvoir, dans mon ouvrage, traduire ce qui nous traverse au quotidien dans nos organisations, tout ce qu'on a à gérer, tout ce qu'on discute avec Bertrand et d'autres dans notre organisation, et qui font la vie de Médecins du Monde, et qui aussi se retrouvent dans de nombreuses autres organisations. Donc, je n'ai pas focalisé, en fait, mon ouvrage sur une approche historique très poussée, comme vient de le rappeler Bertrand, parce que c'est juste pas Le propos. Ça ne veut pas dire que je néglige le fait que il y a des controverses. Je vais dans le sens de ce que Bertrand a dit, c'est-à-dire que Henri Dunant, il fait partie, on va dire, du récit, peut-être même de la mythologie, certains aspects de la construction de l'humanitaire moderne, mais on sait, comme ça a été dit, que il s'est retrouvé sur la bataille de Solferino, d'abord, initialement, en tout cas c'est le travail des historiens qui le rappellent, pour aller défendre des intérêts en lien avec ses intérêts, notamment en Algérie. Donc moi, j'ai pas creusé cet aspect-là, ça ne veut pas dire que je le défends, j'ai simplement rappelé que ce droit international humanitaire est créé à la base par des militaires, qu'il n'est pas censé stopper la guerre, mais essayer d'humaniser, dans un récit historique très occidentalo-centré. Et j'ai pris ce parti parce qu'encore une fois, je ne suis pas dans une approche historique poussée sur mon ouvrage. Rapidement, j'arrive en tout cas dans les deuxième, troisième et quatrième parties, sur des questions de mise en tension des principes, Absolument. de l'aide, de confusion, on en parlera. Mais simplement, on va y venir. je veux terminer par là. Là, on est sur une approche très occidentalo-centrée de l'action humanitaire, mais l'entièreté du monde, de nombreuses parties du monde, de nombreuses sociétés n'ont pas attendu Henri Dunant pour mettre en avant des valeurs de solidarité, de désintéressement dans le rapport à l'autre, dans la manière dont ils conçoivent l'altérité solidaire. Il y a de nombreuses sociétés au Moyen-Orient, en Afrique ou ailleurs, qui bien avant Dunant ont créé déjà des codes, des moyens aussi d'être dans cette relation à l'autre de solidarité. On ne l'a pas documenté dans mon livre, moi je ne l'ai pas documenté dans mon livre, je ne sais pas si Bertrand l'a fait non plus, mais voilà, il ne faut pas oublier que ce n'est pas les Occidentaux qui ont inventé la notion de solidarité Absolument. en tant que telle, et une certaine idée des valeurs que l'humanitaire reprend. Voilà. Absolument. Alors, fiche numéro 5 de ton livre Géopolitique de l'action humanitaire, moi j'avoue que en vous lisant tous les deux, j'ai été absolument passionné et j'ai découvert énormément de choses.
Alors le point important dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est le DIH, droit international humanitaire, qui est quand même le fruit, on va dire, de Dunant, pour aller vite. Tu rappelles, Jean-François, de quoi il s'agit? Tu viens de le dire à l'instant, mais je le redis pour qu'on puisse avoir bien ça en tête. Le droit international humanitaire constitue un ensemble de règles conçues pour limiter les souffrances humaines causées par les conflits armés. Plutôt que de tenter d'empêcher les guerres, il se concentre sur la protection des personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités, ainsi que sur la limitation des méthodes et des moyens de guerre. C'est ce que tu disais tout à l'heure sur on peut faire des sièges, mais dans telle ou telle limite, etc. Et c'est là où je voulais vous faire discuter tous les deux. On parle aussi du droit de la guerre ou du droit des conflits armés, ce qui souligne sa spécificité dans le cadre du droit international public. Alors, est-ce qu'il faut comprendre que c'est l'humanitaire qui a défini la guerre? Tu soulèves un point important sur la relation entre l'humanitaire et la guerre. Et dans Contre-histoire de l'humanitaire, je remonte en fait à 1625. À Grotius. À Grotius, voilà. Je retrouve. Oui, allons-y, découvrons ce mec. Alors, je remonte à 1625 et à Grotius pour faire un premier rapprochement entre l'idée humanitaire et la guerre. Alors, Grotius, il faut le savoir, c'est un personnage qui, lui aussi, un petit peu comme Henri Dunant, même s'il est quand même moins connu que Henri Dunant, est souvent mis sur un piédestal par une partie de la communauté humanitaire, à tel point que pendant les années 2010, pendant une petite dizaine d'années, un média en ligne a porté son nom. Donc, Grotius, c'est un juriste hollandais. C'est ça. Un juriste hollandais, je le découvre, hein, honnêtement, moi je le découvre pas 63 de ton bouquin, je le retrouve dans le livre de Jean-François, juriste néerlandais, Hugo de Groot, 1583-1645, dit Grotius. Et là, c'est très important parce que ce petit gars-là, en fait, on va parler que de lui, maintenant, pratiquement. Alors, c'est ce que toi, tu appelles l'humanitaire guerrier. Je te laisse développer. D'accord. Donc Grotius est souvent présenté effectivement comme un des penseurs du droit international public et par ricochet du droit international humanitaire. Alors c'est en partie vrai puisque dans son ouvrage donc paru en 1625, donc du droit de la guerre et de la paix, qui est un ouvrage colossal, c'est un gros pavé de 800 pages, mais bon, qui se lit plutôt bien. Effectivement, dans cet ouvrage, Grotius parle de ce qu'il appelle les temperamenta belli, donc qui sont effectivement des restrictions à l'exercice de la guerre, notamment la distinction entre les combattants et les non-combattants et la restriction de la guerre aux strictes nécessités militaires. Effectivement, Grotius est l'un des premiers à envisager ce genre de restrictions dans la guerre. Mais le raisonnement de Grotius sur ces temperamenta belli arrive très très loin dans son raisonnement et arrive très très loin dans son livre sur le droit de la guerre et de la paix, puisque en amont, Grotius pense surtout au concept de guerre juste. Avant d'être un penseur de l'humanitaire, Grotius est aussi et surtout un penseur de la guerre juste. Alors la guerre juste, c'est un concept assez vivace, hein. Grotius a su en faire un concept particulièrement tenace et qu'on a retrouvé au fil des siècles, hein, avec les interventions d'humanité au XIXe siècle, avec le droit d'ingérence humanitaire au XXe siècle, qui d'une certaine manière est un avatar de la guerre juste, et puis plus récemment, la responsabilité de protéger. Alors la guerre juste, c'est ce qui permet à des États souverains d'entrer en guerre quand un certain nombre de conditions sont remplies. Donc à l'époque de Grotius, ces conditions, c'est la défense des personnes, la défense des biens, le recouvrement d'une créance ou une punition en représailles donc à des violations du droit des gens. Parmi les conditions de la guerre juste, il faut que toutes les alternatives aient été épuisées, donc compromis, négociations, entente entre les États. Il faut également qu'il y ait une chance raisonnable de succès dans la guerre avant de la mener. Donc tout ça sont des éléments de la guerre juste assez importants. Deux éléments très importants dans le raisonnement de Grotius, c'est que sur les 4 critères que j'ai cités, hein, donc défense des biens, défense des personnes, recouvrement de créances et
représailles donc contre des violations du droit des gens. Sur les deux premiers éléments, donc défense des biens et défense des personnes, Grotius précise que cette défense peut se faire de manière préventive. C'est-à-dire que Grotius est l'un des premiers à théoriser la guerre préventive. Ça, c'est un premier élément important. Et puis un deuxième élément important chez Grotius, c'est que toujours sur ces deux aspects, les biens et les personnes n'ont pas forcément besoin de se situer dans le pays qui souhaite entrer en guerre. Ça peut être des personnes habitant d'autres pays ou d'autres contrées. Si bien que Grotius est aussi l'un des premiers à théoriser en quelque sorte le droit d'ingérence. Donc ça, c'est important d'avoir ça en tête, puisque ce que Grotius appelle donc les temperamenta belli, donc ces restrictions guerrières, Grotius ne les envisage pas autrement que pour justifier la guerre et ensuite par le biais de la guerre juste. Grotius fait donc de ces temperamenta belli un élément à part entière de la guerre, et en quelque sorte, je l'explique dans mon livre, il fait de la relation entre la guerre et l'humanitaire une relation quasi gémellaire, qui est largement impensée aujourd'hui dans le secteur humanitaire et qui malheureusement a traversé les siècles jusqu'à aujourd'hui, et plus récemment donc la responsabilité de protéger, qui est le dernier avatar en date de la guerre juste. Alors justement, Jean-François, toi aussi, dans ton ouvrage, c'est la fiche numéro 12, Droits de l'homme et guerre juste, tu nous dis, la démocratie ne se décrète pas et ne s'instaure pas instantanément par la violence et la guerre. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y aurait des guerres justes faites au nom de la démocratie. Qu'est-ce que tu répondrais à... pas forcément une réplique, mais compléter ce que vient de nous dire Bertrand sur le lien gémellaire, disait-il, entre la guerre et l'humanitaire. Est-ce que tu es... Oui, bien sûr. Il faut revenir sur la typologie des acteurs lorsqu'on parle de la géopolitique de l'aide ou de l'aide, pour comprendre pourquoi, à un moment donné, il peut y avoir des situations de réappropriation, d'instrumentalisation de la raison humanitaire qu'il faut qu'on évoque, et qui crée une confusion des genres, notamment militaro-humanitaire, où on voit notamment des États s'appuyer sur cette rhétorique pour cautionner des guerres dites justes qui, au fond, défendent d'abord leurs intérêts avant de défendre les populations opprimées qu'elles sont censées aider. Donc, il faut comprendre d'abord la typologie des acteurs impliqués dans l'aide potentiellement. Il y a les États, qui sont légitimes dans des actions d'aide, mais qui interviennent toujours de manière intéressée pour répondre à des objectifs économiques, sociaux, politiques ou autres. Il y a les ONG, et dans les ONG, il y a énormément d'acteurs différents, des organisations plus ou moins dépendantes de financement, on va y revenir, étatiques, Bien sûr, ou plus ou moins indépendants, en tout cas avec une diversité de fonds, et notamment des fonds issus du privé. Vous avez des ONG qui font que de l'action de terrain, d'autres qui font que du plaidoyer, style Amnesty Human Rights Watch, des autres qui font les deux, MSF, MDM, qui sont à la fois sur le terrain, dans de l'action, alors médicale pour nos organisations, et qui ensuite font ce qu'on appelle du plaidoyer pour essayer de faire changer les choses, dans le changement social. En plus des États et des ONG, vous avez les organisations supranationales, les Nations Unies notamment, l'UNICEF, l'OMS, le HCR pour les réfugiés, entre autres. Et puis, vous avez aussi les mouvements Croix-Rouge. On a évoqué le CICR, le mouvement de la Croix-Rouge, des Croissants-Rouges, qui sont, alors pour le coup, des intermédiaires. Ils ne sont pas des ONG, c'est ce qu'on appelle des auxiliaires d'État, c'est-à-dire qu'ils sont redevables des États, ils fonctionnent en lien avec le cadre des conventions de Genève, donc ils ont une certaine redevabilité, une neutralité nécessaire, d'ailleurs qui leur a été souvent critiquée dans certains contextes. Et puis, en plus de ces États, ONG, Nations Unies et Mouvement des Croix-Rouges et Croissants-Rouges, vous avez aussi aujourd'hui des acteurs privés, des fondations, style Fondation Bill et Melinda Gates, sur lesquelles on pourra aussi discuter, parce qu'elles sont à la fois très intéressantes dans l'écosystème humanitaire, et en même temps, elles ne sont pas dénuées de risques potentiels, en tout cas de limites sur lesquelles il faut discuter. Donc à partir de là,
si vous replacez sur ces typologies aussi des distinctions qui font que les États interviennent toujours de manière intéressée, que les ONG, en théorie, hein, sont fondées, et notamment depuis le sans-frontiérisme des débuts des années 70, sur des principes que sont l'impartialité, l'indépendance, la neutralité, qui de mon point de vue est très discutable. Moi, je considère qu'on n'est pas neutre, mais on pourra en discuter. Le désintéressement, la solidarité, eh bien, vous voyez des distinctions se dégager, si bien que on ne peut pas parler d'une uniformité d'acteurs de l'action humanitaire en tant que telle. Absolument. Chacun a des agendas qui fait que, eh bien, on va être en situation de plus ou moins instrumentaliser cette notion-là d'humanitaire qui porte des valeurs, on va dire, qui marquent nos sociétés civiles. Donc, voilà. Alors, Tu m'interpelles sur la question de, oui, est-ce que en fait, est-ce que la démocratie se décrète ou pas? Non, on l'a vu sur la guerre en Libye, en Irak, la guerre, parce que c'était des guerres la justes. démocratie, elle amène le chaos. C'était des guerres appelées guerres justes. Mais Jean-François, est-ce qu'il faut comprendre que, par exemple, Médecins du Monde, donc ce mouvement sans frontériste, né il n'y a pas si longtemps, est une réponse à ce que Bertrand peut écrire page 71, puisque à propos de Grotius, Bertrand, tu écris « Grotius fait du droit international la feuille de vigne de l'impérialisme. En réalité, la guerre juste lui permet de quasiment tout justifier. » Est-ce que le mouvement de Médecins sans frontières, de Médecins du Monde, etc., essaie justement de dire « Non, on ne veut pas s'inscrire dans une vision impérialiste de l'humanitaire » ou est-ce que j'ai tout faux? Non, ça arrive dans un contexte des années 70. Alors, ça part du Biafra, entre autres, mais bon, il y a une historicité plus antérieure, mais c'est dans le récit, on va dire, du sans-frontiérisme, ça démarre à cette période-là où on est dans une situation un peu de rupture, où le droit ne répond pas suffisamment aux situations où des civils meurent en masse. Et d'ailleurs, on voit qu'aujourd'hui, il ne répond pas non plus à l'entièreté des situations. Je parle du droit international humanitaire. Ça arrive dans un contexte aussi de guerre froide, de tensions Est-Ouest, de tensions entre sur des temporalités post-coloniales, même si le néocolonialisme reste très présent. On est dans un contexte aussi, si on élargit la réflexion, où vous avez de plus en plus la possibilité, en tant que société civile, de pouvoir vous déplacer à l'autre bout de la planète avec des transports, notamment en avion ou autre, qui vous mettent en situation de pouvoir être sur des crises très rapidement. On est dans un contexte d'émergence aussi de la notion d'opinion publique, hein, qui nous arrive des États-Unis, avec tout le marketing politique qu'il y a derrière, qui fait que on peut, en étant acteur de société civile, en étant politique aussi évidemment, créer les conditions au travers des supports de la presse ou autres, de mobilisation de société civile pour être dans des logiques de contre-pouvoir. Et c'est pas pour rien qu'on est aussi dans des régimes démocratiques où émerge cette notion de sans-frontiérisme, et où, encore une fois, voilà, on a aussi pas mal d'acteurs qui, pour certains, ont été déçus des idéologies modernes, entre guillemets, qui, après les coups, notamment de l'URSS et autres, sur certains régimes, en créant des conditions de régime autoritaire, voire totalitaire, décident de rentrer dans ce combat. Et d'ailleurs, mais Bertrand Alors, en attends, parlera mieux que moi, excuse-moi, Jean-François, visiblement, j'ai un petit problème de son, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, attendez, tout d'un coup, il y a un problème de son, alors que je n'ai touché à rien, que moi, je vous entends très, très bien. Est-ce que vous pouvez parler, pardon, à l'instant, est-ce que tu peux reprendre ce que tu venais... Est-ce que tu m'entends là? Moi, je t'entends. Alors, il y a 10 secondes d'écart avec le chat. Ok, c'est revenu. Voilà, je ne sais pas ce qui se passe. Ok. Je pense que c'est Ouais. Twitch qui déconne, les amis. C'est pas nous, parce que nous, alors, écoutez, on est au poil techniquement comme jamais, parce que c'est une émission que j'attendais depuis longtemps. C'est revenu aussi chez moi. Voilà, non, nickel pour les invités. Voilà. Voilà, Jean-François, désolé. Je disais que oui, non, je t'en prie. Bertrand en parlera mieux que moi parce qu'il l'a traité aussi dans un autre ouvrage sur la question du Absolument. libéralisme et comment aussi il y a une tension et enfin, une forme de dépolitisation des conflits et de la tension entre, on va dire, la même mise à niveau entre le communisme et le nazisme, qui a créé le fait que dans les années 70, début des années 80, certaines ONG issues du sans-frontiérisme étaient aussi engagées contre les totalitarismes, avec voilà, cette notion d'ailleurs de mise à niveau, au même niveau entre les communismes et
le nazisme qui entretient une forme de dépolitisation dans ce contexte de remise en question, on va dire, du tiers-mondisme. Et d'ailleurs, si je tire un trait, aujourd'hui, quand on met sur le même plan la gauche, l'extrême gauche et l'extrême droite, on voit bien cette tentation aussi d'essayer de noyer les réflexions, de forme de dépolitisation abrutissante pour un petit peu dépolitiser certains enjeux. Je tire le trait, mais on pourra y revenir, hein. Mhm. Quand la gauche ou l'extrême gauche parle aujourd'hui de Gaza, on explique que c'est d'abord sur une approche antisémite. Je pense que c'est discutable. Les vrais antisémites aujourd'hui, il me semble qu'ils restent encore à l'extrême droite, même si ils s'en défendent. Mais je tire le trait, mais on voit bien ces tentations au cours de l'histoire de réutiliser les mêmes pratiques pour essayer de complexifier l'état du réel. Donc simplement pour revenir sur le lien entre conflit et humanitaire, si on reprend les logiques des acteurs et leur diversité, on voit bien que, encore une fois, quand les États parlent de guerre juste, qu'ils les instrumentalisent la raison humanitaire, et on pourra reprendre des exemples très contemporains si tu le souhaites, mais je ne vais pas parler pendant 3 heures, notamment sur la manière dont l'aide est instrumentalisée, et on l'a vu à Gaza avec les Américains qui ont essayé de nous faire croire qu'avec un corridor humanitaire, ils pourraient amener de l'aide à Gaza en 2024 en rompant l'imblocus d'une armée qu'elle soutient elle-même. On voit bien que c'est en prenant en compte les logiques des différents acteurs, en intégrant aussi les principes de l'action humanitaire développés par le mouvement sans frontiéristes, on voit bien comment il peut y avoir des mécanismes de réappropriation opérationnelle, politique, symbolique des États qui n'ont rien à voir avec l'impartialité, l'indépendance, la neutralité, mais qui ne s'empêchent pas de s'approprier ces concepts-là pour porter des guerres au nom de valeurs justes. Et simplement, on a vu les droits de l'homme aussi structurer les conventions de Genève, entre autres, créer les conditions d'une forme de gouvernance à l'échelle planétaire qui serait censée pouvoir un petit peu humaniser les rapports humains, la géopolitique, notamment les conflits. On voit bien que cette idée du droit de l'homisme s'est imposée davantage, est devenue une forme d'idéologie, hein, et qui a été utilisée davantage comme un outil de domination que de justice, notamment par la plupart des Occidentaux, dont les Américains, qui bien souvent ont utilisé cette rhétorique-là pour justifier des guerres qui, encore une fois, n'avaient rien à voir avec l'intérêt de la défense des populations civiles, mais qui étaient avant tout là pour défendre leurs propres intérêts. Bertrand ? Oui, alors peut-être pour rebondir sur ce que vient de dire Jean-François, qui a dit beaucoup de choses, donc je vais tâcher de revenir sur ça. Il est fort. Oui, oui. Sur le rôle des États et le rôle des ONG et puis les interactions qui peuvent exister. Voilà, si je comprends Jean-François, c'est que chacun aurait en gros son domaine, ses intérêts. Je pense que par rapport à la guerre, il faut quand même rappeler que toutes les organisations humanitaires n'ont pas forcément la même position, la même vue. Il y a quelques exemples, d'assez nombreux exemples historiques où des organisations humanitaires en sont venues à soutenir des interventions militaires. Ça a été le cas au Kosovo en 1999, quand l'ONU s'est totalement fait déborder par l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Certaines ONG, notamment celles états-uniennes, au travers de leur coordination Interaction, ont vu d'un bon œil l'intervention de l'OTAN et la mise en place de camps de réfugiés par les militaires de l'OTAN eux-mêmes. Quelques années auparavant, en Somalie, cette même coordination états-unienne Interaction avait approuvé l'idée d'une intervention états-unienne dans ce pays de la Corne de l'Afrique. Pendant les années 2010, on a eu pas mal d'exemples d'ONG humanitaires qui ont repris, qui se basaient sur le concept de responsabilité de protéger, donc qui une fois de plus n'est qu'un avatar de la guerre juste, pour justifier et pour appuyer certaines interventions militaires. Ça a été notamment le cas d'une ONG comme Oxfam International, qui s'est montrée particulièrement zélée en la matière et qui a notamment soutenu l'idée d'intervention militaire, que ce soit en Libye, au Tchad et au Darfour. Donc ça, je
pense que c'est important de resituer que certaines organisations humanitaires ont également un rôle assez trouble quand il s'agit de se positionner par rapport à la guerre. Revenir, si j'ai un petit peu le temps aussi, je voudrais bien sûr sur l'un des premiers points que Jean-François a mentionné dans sa longue intervention, au moment d'évoquer le sans-frontiérisme. Il a utilisé le terme de rupture, et c'est vrai que le sans-frontiérisme est souvent présenté comme une rupture par rapport à l'humanitaire un peu plus classique porté à l'époque par le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Je pense qu'il faut relativiser la portée de cette structure. C'est une petite tendance qu'a l'historiographie de l'humanitaire à accorder beaucoup d'importance à des événements particuliers présentés comme autant de ruptures. En l'occurrence, le sans-frontiérisme n'est pas, à mes yeux, une tentative de dépassement de l'humanitaire de la Croix-Rouge. En tout cas, si c'est une tentative de dépassement, elle est plutôt ratée. Je vois le sans-frontiérisme plutôt dans la continuité du mouvement international, de l'humanitaire, du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. L'une des premières choses que Médecins sans frontières a faites au moment de sa création en 1971, c'est de reprendre les 4 principes humanitaires, donc humanité, impartialité, neutralité et indépendance, qui étaient issus de la 20e conférence de la Croix-Rouge en 1965. Et sur ces principes humanitaires, si j'ai encore quelques secondes pour bien sûr prolonger mon intervention, je pense qu'il faut aussi être conscient de l'origine de ces principes humanitaires. Alors, on entend assez souvent des porte-paroles de l'humanitaire nous expliquer que les principes humanitaires découleraient directement du droit international humanitaire. C'est en partie inexact. Le principe d'impartialité découle effectivement des conventions de Genève et de leurs protocoles additionnels. Les choses sont beaucoup moins évidentes en ce qui concerne la neutralité et l'indépendance. Alors bon, je laisserai aux juristes le soin de faire l'exégèse de tous les textes du droit international humanitaire, mais si on se focalise uniquement sur les conventions de Genève, on se rend compte que dans les conventions de Genève, la neutralité dont il est question, c'est la neutralité des États dits neutres, dont la Suisse est un exemple emblématique, et l'indépendance dont il est question dans les conventions de Genève, c'est l'indépendance des États dits neutres et l'indépendance des tribunaux censés juger les prisonniers de guerre. À aucun moment il n'est question de la neutralité ou de l'indépendance des organisations humanitaires. Je pense que c'est important de faire cette précision, et important également de préciser que tout comme l'humanitaire a son histoire, les principes humanitaires ont également leur histoire, et celle-ci est largement méconnue au sein du secteur. Je parlais il y a quelques secondes donc, de cette 20e conférence de la Croix-Rouge en 1965, donc, qui a débouché sur un certain nombre de principes, dont l'humanité, l'impartialité, la neutralité et l'indépendance. Ce qu'il faut savoir, et plusieurs historiens du mouvement de la Croix-Rouge l'ont montré, c'est que ces 4 principes dits humanitaires sont le résultat d'un consensus ou d'un compromis un peu mou au sein du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. C'est le résultat de dizaines d'années de bisbilles et de tambouilles internes entre, d'un côté, le comité international de la Croix-Rouge et de l'autre, ce qu'on appelle aujourd'hui la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, donc, qui est l'organisation fêtière des différentes sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Donc, il y a eu plusieurs années de conflits, de bisbilles, avec un enjeu autour de la question du leadership au sein du mouvement, autour de la question de l'accréditation des nouvelles sociétés nationales, et aussi donc une question de savoir qui était un petit peu le gardien du temple au sein du mouvement international. Et donc, à l'issue de ces dizaines d'années de tambouilles internes, eh bien, on a abouti à la 20e conférence de la Croix-Rouge en 1965. Et les 4 principes humanitaires ressortant de cette conférence, c'est un petit peu le compromis trouvé à l'époque entre le CICR et la Fédération. Et donc, ce compromis a plus à voir avec des histoires de politique interne au mouvement international de la Croix-Rouge qu'avec des considérations humanitaires à proprement parler. Jean-François, de faire ce rappel. Ouais, Jean-François, peux enchaîner, David? vas-y. Oui, 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 enfin, c'est
Passionnant ce que raconte Bertrand parce qu'il nous met en perspective historique et on comprend mieux d'où on vient. Et je voulais juste insister, il l'a fait, parce que voilà, il faut que chacun puisse prendre la parole, donc j'ai pas trop développé tout à l'heure, mais dans la typologie des acteurs, évidemment, je dissociais les États des ONG, mais il faut bien comprendre qu'au sein des ONG, il y a à boire et à manger. C'est-à-dire que en théorie, elles sont liées autour des principes de la raison humanitaire qu'on a rappelé, mais selon les dépendances ou pas à certains financements, selon que ces ONG peuvent être des sous-marins plus ou moins déguisés à la botte des États, on voit bien que toutes ne sont pas sur la même ligne. Il faut comprendre que, par exemple, il y a beaucoup d'organisations qui sont dépendants quasiment à 100% des fonds des États et qui d'ailleurs aujourd'hui sont en train de payer cher cette dépendance parce que, comme vous le savez, après la coupe des financements de l'USAID, de l'agence américaine, ou de la baisse d'au moins 50% depuis le développement des Occidentaux, qui s'avèrent être les plus gros bailleurs. Voilà, là, Qui ont fermé. je montre à l'écran l'ONU qui a réduit son appel aux dons. Donc en 2024, là on voit donc une baisse, alors que depuis 2012, ça ne cessait d'augmenter. Voilà. Et cette ligne-là, elle poursuit la ligne de ces gens qui sont en urgence alimentaire, des réfugiés climatiques. Enfin, je veux dire, illustration après illustration, on voit, parce que c'est quand même de ça dont on parle, des millions et des millions, des centaines de millions de gens qui sont dans une merde noire. Hein. C'est quand même de ça dont on parle. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Et alors donc, sur le financement, je te laisse poursuivre parce que le temps file, les amis, il ne nous reste qu'une demi-heure, figurez-vous. Okay. C'était là-dessus que je voulais aborder la question, mais vas-y, continue et après je te poserai une petite question. Simplement pour dire que oui, parce qu'on va revenir. Il faut que tu nous amènes à discuter de l'écosystème humanitaire dans ses modalités de financement. On voit bien. Absolument, c'était ça. Même si les coupes sont brutales aujourd'hui, il y avait quand même un problème avant de surdétermination des financements de l'écosystème par les Occidentaux qui rendrait très politique l'aide des États, encore plus que ce qu'on vient de décrire. Simplement pour vous dire que les ONG sont plus ou moins dépendantes de bailleurs. Elles sont de toute façon toujours dépendantes d'un environnement, de bailleurs, qu'ils soient privés ou publics, qui sont dépendantes des populations avec lesquelles ils vont travailler ou autres. Et que l'idée, pour pouvoir garder une forme d'indépendance, c'est de faire le choix de ces dépendances. Donc l'indépendance, elle se construit sur le choix des dépendances. C'est comme ça que nous, on pense, par exemple, ou MSF ou d'autres, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'organisations. Donc vous avez, selon les modèles économiques, selon les modalités d'intervention, une approche communautaire, essayer de limiter, notamment pour essayer de limiter le côté néocolonial inhérent à l'action humanitaire qui est toujours très présent et qui est un vrai sujet de discussion encore chez nous. Vous avez le besoin d'entretenir une forme de diversité, notamment de bailleurs, si on parle de financement, pour pouvoir essayer d'être dans une forme d'indépendance qui se construit. Simplement, je voulais dire que il y a des ONG dont sont tous sauf des humanitaires. Si on veut être encore dans l'actualité, la Fondation humanitaire pour Gaza, par exemple, qui à Gaza est censée délivrer de la nourriture et humaniser la guerre au service de l'armée israélienne et américaine, c'est une fondation qui est créée par des parties prenantes au conflit, qui est l'idée par un proche de Trump et qui aujourd'hui distribue dans 4 centres dans le sud de Gaza de la bouffe qui est censée remplacer les centaines de dispositifs de l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies, qui ont été balayés par les Américains et les Israéliens. Et cette ONG qui a rien d'humanitaire, elle ne répond pas aux principes qu'on vient d'évoquer, elle est au service d'une partie prenante au conflit, elle leur permet justement aux Américains et Israéliens de justifier qu'ils s'intéressent un peu aux civils, mais imaginez qu'il y a près de 3000 morts aujourd'hui aux abords de ces lieux de distribution, donc qui sont des lieux de mort plus que des lieux de vie et de survie, et qu'en fait, ces dispositifs de distribution de l'aide de la Fondation Humanitaire pour Gaza, ils sont essentiellement basés dans le sud, et ils arrivent dans une temporalité où, dans le même temps, on déporte massivement la population du nord vers l'ouest et ensuite vers le sud. Vous voyez que Gaza City, aujourd'hui, est quasiment vidée de sa population, qu'aujourd'hui, on a près d'1,5 million de personnes, pratiquement 2 millions dans le sud, sur un territoire totalement détruit, où on a créé les conditions d'une famine dans le nord, et en même temps des lieux de distribution dans le sud via la VHF, la Fondation Humanitaire Gaza, pour les faire venir dans le sud. Donc typiquement, et c'est là je veux en venir,
avant qu'on passe à d'autres points, cette Fondation humanitaire pour Gaza est de fait un opérateur au service d'une politique de déportation, au service d'une politique coloniale qui s'appuie en plus sur la famine, sur les génocides pour arriver à ces objectifs. Donc vous imaginez bien, et t'imagines bien, que même si elle se qualifie d'ONG ou d'acteur humanitaire, la Fondation humanitaire pour Gaza n'a rien à voir avec, on va dire, les autres acteurs et n'a rien à voir avec la raison humanitaire sur laquelle on est en train de discuter. Bertrand? Oui, peut-être rebondir sur ce que vient de dire Jean-François sur la Gaza Humanitarian Foundation. Quand même dire que sur le terrain, on observe que des digues sont peut-être en train de sauter. Je pense, et nous sommes nombreux à penser qu'il faudrait garder une distance avec ce genre de dispositif. Or, ce n'est pas le cas pour toutes les organisations humanitaires. Le 6 août dernier, dans une réunion qui devait rester secrète, mais qui n'est pas restée secrète, puisque le média en ligne de New Humanitarian a révélé la tenue de cette réunion. Une réunion entre des représentants donc, de la Gaza Humanitarian Foundation, des représentants de certaines agences onusiennes et des représentants de Interaction, donc la coordination des ONG états-uniennes, le tout sous l'égide du gouvernement états-unien. Donc là, on sent qu'il y a quand même des digues qui sont peut-être en train de sauter. Comme le dit un vieux proverbe, quand on veut dîner avec le diable, il vaut mieux avoir la cuillère très longue. Je ne suis pas certain que toutes les ONG humanitaires aient la cuillère suffisamment longue dans l'exercice. Ça me ramène à la question de l'indépendance que Jean-François soulignait, et au contraire donc, de la dépendance de certaines organisations au financement institutionnel. Je ne pense pas qu'il faille voir cette dépendance comme une fatalité. Elle est aussi le résultat de choix faits à une époque et assumés à une époque par certaines organisations humanitaires qui ont fait le choix de certains modèles de développement économique et de croissance opérationnelle qui les ont rendus dépendants des financements institutionnels. C'est également la conséquence de choix politiques assumés par les États. Si on remonte aux années 1990, qui a été une décennie de très grand développement des organisations humanitaires, que ce soit en nombre ou en taille, les financements humanitaires ont littéralement explosé à partir de la décennie 1990. Un organisme comme ECHO, donc qui est le bureau humanitaire de la Commission européenne, a été créé au début des années 1990 et aujourd'hui reste l'un des principaux bailleurs de fonds de l'humanitaire. Ces financements humanitaires, ils ont explosé donc pendant les années 1990. On est au lendemain de la chute du communisme, la fin de la guerre froide, la révolution néolibérale qui parvient à ses fins, la mondialisation néolibérale, et les organisations humanitaires sont vues par les États comme des moyens bon marché de mettre en œuvre des services sociaux bon marché dans les pays du Sud, dont les services publics ont été démantelés quelques années auparavant par les plans d'ajustement structurel promus par ces mêmes États et leur politique néolibérale. Donc la dépendance des organisations humanitaires, elle peut également s'expliquer au regard de l'histoire de l'humanitaire. Jean-François, dans ton ouvrage, tu parles de paternalisme, tu parles de soft power, et page 90, dans la rubrique à retenir, tu évoques même une forme de philanthrocapitalisme, et l'un et l'autre, vous parlez évidemment beaucoup, comme on commence à l'esquisser, il nous reste une demi-heure, ça va, 27 minutes, enfin, on n'est pas obligé de s'arrêter à 10h30 non plus, on peut déborder un peu s'il faut. Tous les deux, vous revenez quand même beaucoup sur cette dépendance au financement. Jean-François, est-ce que tu peux nous dire quels sont les financements qui posent problème? Bertrand l'a esquissé aussi, et je l'évoquais aussi un peu tout à l'heure, la notion de soft power, c'est un vrai sujet dont il faut avoir conscience quand tu travailles dans l'humanitaire, et quand tu, par exemple, peut-être demain, tu es étudiant et tu voudras t'engager dans l'action avec du sens dans ce que tu vas mettre, il faut comprendre les logiques des acteurs. De fait, dans l'écosystème humanitaire, jusqu'à présent, les financements, comme on l'a rappelé, on fait que croître. Même si aujourd'hui ils sont largement coupés ou remis en question, notamment par les États qui étaient les principaux bailleurs. Mais il y a eu jusqu'à présent un top 20 des contributeurs les plus importants de l'écosystème humanitaire, avec essentiellement des pays occidentaux, les Américains qui finançaient à hauteur de 40% cet écosystème, et d'ailleurs qui est en train de couper ses financements, notamment au travers de la fermeture brutale de l'USAID, l'agence américaine, et puis une baisse d'au moins 50%, mais ça va s'accentuer, de l'aide publique au développement. Tout ça sous pression des populismes d'obédience d'extrême droite, que ce soit aux États-Unis
ou que ce soit en Europe. Et donc, déjà, il y avait ces top 20 des pays occidentaux qui finançaient plus de 97% de l'écosystème humanitaire et donc qui créaient les conditions d'une politisation de cette aide. Et on a vu l'exemple plus caricatural, chaque fois on reprend cet exemple, mais il y en a 25 000, au lendemain de la tentative d'invasion de Poutine en Ukraine en 2022, enfin la tentative d'invasion massive, hein, le conflit a bien commencé avant 2022 en Ukraine, on le sait, eh bien, beaucoup de fonds institutionnels des États qui étaient dédiés à l'Afghanistan, au Soudan, au Congo ou au Yémen ont été fléchés sur le conflit ukrainien, non pas parce que forcément il y avait plus de mortalité ou plus de besoins urgents, même si il y a des morts en Ukraine et que le pays souffre de la guerre, mais simplement parce qu'ils ont estimé que dans leurs intérêts, ces pays occidentaux, il valait mieux soutenir au travers d'un effort militaire, économique, humanitaire, entre guillemets. Et on voit bien la limite du mot humanitaire dans ce contexte où le désintéressement n'est pas le sujet. On fléchait, on va dire, les financements vers ce contexte-là. Ce qui d'ailleurs a amené des slogans d'ONG comme la nôtre, MSF et d'autres, de dire voilà, on va s'intéresser aux crises dites oubliées, ces crises oubliées qui ne sont pas oubliées de ceux qui les vivent, mais qui sont oubliées des bailleurs conséquents. Donc, le financement de l'écosystème humanitaire posait déjà des problèmes. Ce modèle, tel qu'il était présenté, avec un manque de transparence, avec une gouvernance pas du tout ouverte sur l'entièreté de la planète, si on veut avoir une approche assez démocratique à l'échelle planétaire, donc posait déjà des problèmes. Aujourd'hui, il est mis en souffrance par des populismes qui considèrent justement, et je rejoins ce que disait Bertrand, que financer, et c'était le cas jusqu'à présent, des ONG notamment, mais pas que, les Nations Unies, pour des programmes sur des terrains d'intervention ou dans des pays où ils ont un intérêt à avoir ces projets, est une forme de soft power, donc l'action humanitaire utilisée, et les ONG comme outil de soft power des États. Et aujourd'hui, en fait, les populismes façon Trump, Orban, Mélodie ou demain Le Pen ne considèrent plus des ONG comme les nôtres, c'est-à-dire qui défendent les droits des minorités, des minorités LGBTQI+, des femmes, des migrants, ne considèrent plus nos ONG comme des relais de leur soft power idéologique. Et donc, ils vont continuer, je pense, à financer on va dire une certaine idée de l'aide, mais une aide qui va répondre à leurs objectifs et à leur idéologie, notamment si on parle de la contraception et du droit des femmes, ils financeront des associations pro-life plutôt que des associations qui défendent l'avortement et le droit des femmes à choisir ce qui est bon pour elles. Donc on est dans ce contexte-là et évidemment les ONG ont une part de responsabilité, comme ce qui a été dit, dans le fait d'avoir créé les conditions d'une dépendance quasi totale pour certaines à des bailleurs institutionnels qui aujourd'hui s'effondrent, qui aujourd'hui sont portés par des populismes d'extrême droite avec une idéologie radicale et qui crée les conditions voilà, d'une souffrance énorme des ONG et bien sûr aussi d'une mise en tension, d'une incapacité à répondre à des besoins pour les populations qui, du jour au lendemain, si on fait référence à la fermeture du USAID, se sont retrouvées sans médicaments. C'est des milliers, voire des millions de morts, des projections d'ici 5 ans, de 10 à 15 millions d'infections notamment par le VIH et des millions de morts du fait de ce défaut d'aide. Bertrand ? Oui, alors sur ces différents points, donc effectivement, comme Jean-François l'a souligné, le financement de l'aide humanitaire jusqu'à présent a été très concentré au sein d'une vingtaine de pays. Donc ça pose effectivement la question des financements et de la diversification des financements. Je pense néanmoins qu'une erreur serait de s'imaginer qu'il suffirait de faire du plaidoyer auprès d'autres pays potentiellement donateurs pour que ceux-ci se mettent à financer de l'aide humanitaire. Je pense que ce serait une fois de plus se méprendre sur le fait que les États sont avant tout guidés par leurs intérêts géostratégiques. Si aujourd'hui un pays comme la Chine, par exemple, ne finance pas d'aide humanitaire, c'est qu'elle estime ne pas en avoir besoin par rapport à ses besoins géostratégiques. Peut-être que ça changera à l'avenir, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui en tout cas. Je pense qu'il faut reprendre ce que tu étais en train de... Non, pas Henri Dunant. Je vais tâcher de reprendre, même si je ne sais pas exactement où ça a coupé. Par rapport à la situation actuelle sur la baisse des financements, c'est vrai que depuis quelques semaines, quelques mois, on entend des porte-paroles d'organisations humanitaires nous parler d'une situation inédite. Or, quand on regarde dans l'histoire, la situation n'est pas tout à fait inédite. Ce que je disais, c'est qu'au moment de la Seconde Guerre mondiale, par exemple, le président états-unien Roosevelt avait facilité la création de plusieurs dizaines d'ONG humanitaires pour venir en aide aux populations en proie à la guerre en Europe, donc des
dizaines d'ONG financées par le gouvernement états-unien, contrôlées par le gouvernement états-unien, puisque une entité ad hoc, le War Relief Control Board, avait été créée à l'époque. Et puis à la fin de la guerre, bien les financements se sont asséchés et la plupart de ces ONG ont dû disparaître, et seules quelques-unes qui étaient déjà suffisamment grosses au départ ont pu survivre et récupérer les miettes du gâteau, ce qui a entraîné une concentration du milieu humanitaire états-unien, avec des structures comme par exemple Catholic Relief Services qui ont vraiment commencé à grossir à partir de ce moment-là et qui sont devenues les mastodontes qu'elles sont aujourd'hui. Je pense que c'est à peu près la même chose qui risque d'arriver si la baisse des financements se poursuit et se confirme. Malheureusement, certaines organisations risqueront de disparaître, d'autres devront peut-être fusionner, mais je ne crois pas au scénario d'un effondrement total du système humanitaire, pour la simple et bonne raison que dans l'état de dépérissement très avancé du capitalisme, la guerre reste l'une de ses principales planches de salut, et compte tenu de ce qu'est l'opinion publique mondiale, même si par ailleurs on prépare cette opinion publique mondiale à des conflits de grande envergure dans les prochaines années, je ne pense pas que cette opinion publique mondiale accepterait une multiplication des guerres sans un minimum d'aide humanitaire, raison pour laquelle je ne crois pas au scénario d'un effondrement total du système humanitaire. Sûrement sera-t-il amené à changer de forme, sûrement d'autres acteurs viendront se greffer à ce système humanitaire, mais je ne crois pas en sa disparition. Et puis, comme on le disait il y a quelques minutes, certaines organisations humanitaires s'étant rendues dépendantes des financements institutionnels, si leur survie organisationnelle est en jeu, elles rentreront sûrement dans le rang et se plieront aux désirata de certains bailleurs de fonds. C'est d'ailleurs un petit peu ce qui a pu s'observer aux États-Unis dès le mois de novembre, dès la réélection de Donald Trump. Certaines ONG états-uniennes, dont CARE, Mercy Corps et Relief International, du jour au lendemain, ont enlevé sur leur site internet toute référence à la problématique du changement climatique et toute référence aux questions de genre et de diversité. Alors, l'ont-elles fait sous pression de la future administration Trump ou l'ont-elles fait par anticipation? Le fait est que voilà, ça indique que certaines ONG humanitaires, à mon avis, seront prêtes à beaucoup de concessions et rentreront dans le rang pour garder leur financement. J'en ai bien peur. Alors justement, le chat qui est de retour avec nous, toutes nos excuses pour cette interruption due aux Russes. Donc, Supermanchman vous dit, en ce moment, justement, la pression est très forte sur les ONG qui dépendaient des fonds états-uniens et qui doivent faire face à une explosion des besoins. C'est-à-dire que, Bertrand, tu dis, bon, tant qu'il y aura de la guerre, il y aura de l'humanitaire. Je résume évidemment. Mais comment vous allez vous diversifier? Parce que ce qu'on comprend dans vos ouvrages, c'est que à votre corps défendant, l'humanitaire est un marché, et qui dit marché, il y a offre, il y a demande. Où est-ce que vous allez aller chercher de l'argent? Parce qu'en fait, ce que je comprends en vous lisant, c'est que les aides privées sont quand même moindres que les aides publiques, et que donc vous dépendez quand même des États. Est-ce que je me trompe? Je peux y aller si tu veux, Bertrand. Enfin, selon les ONG, certaines sont financées à 100% par des fonds étatiques, d'autres sont financées à 0% par des fonds étatiques. Je pense à MSF qui est quasiment à 100% de fonds propres, c'est-à-dire issus de la générosité du public. Nous, on a fait le choix d'être sur un mélange 50% de fonds propres, 50% de fonds institutionnels, et donc de diversifier nos bailleurs. Donc, on va continuer à diversifier nos dépendances avec des choix bien précis. Il n'y a pas un bailleur chez nous, notamment institutionnel, qui pèse plus de 7 à 10%. Et donc, même dans des situations de tension et de coupes drastiques, notamment américaines, du jour au lendemain, on arrive à compenser. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres ONG. Mais on a quand même l'idée de continuer à diversifier nos financements et d'aller vers de plus en plus aussi de financement privé, il me semble, parce que c'est une exigence, entre guillemets, d'indépendance. Mais on ne peut pas simplement résumer nos ONG dans leurs différences au mode de financement. Bertrand l'a rappelé, je l'ai rappelé aussi.
nous sommes des organisations fondées sur des principes aujourd'hui qui sont mis en discussion. Mercy Corps ou d'autres qui s'alignent sur la rhétorique de l'idéologie de Trump pour justement passer entre les mailles du filet et être bien considéré toujours comme un outil de soft power. C'est pas la ligne d'une association comme Médecins du Monde. Nous, on a toujours assumé d'être une organisation qui s'engage dans la lutte contre les inégalités sanitaires, sociales, environnementales, qui répond à la défense des droits fondamentaux qui sont aujourd'hui en train d'être attaqués, y compris par nos démocraties sous pression des populismes. Et donc, on assume d'être une organisation, certes, non partisane, ni de droite ni de gauche en même temps, mais fortement politique. Et donc, notre ADN, si je peux me permettre, c'est d'être dans le combat politique, dans la lutte contre les inégalités. Et de fait, on se retrouve confronté à des acteurs politiques qui nous considèrent aujourd'hui, mais pas exclusivement, peut-être un peu plus aujourd'hui dans nos démocraties, comme des ennemis. Et pourquoi je dis ça? Simplement parce que, d'abord, la neutralité, je pense que c'est compliqué pour nous de dire qu'on est neutre alors qu'on est fortement engagé sur des sujets éminemment politiques et qu'on ne s'empêche pas de dénoncer des situations, ou alors, voilà, on ne sera plus Médecins du Monde et donc on ne sera plus une organisation militante. Or, on est une organisation militante et il y a beaucoup d'ONG qui ne sont pas des organisations militantes et qui assument plus ou moins, malgré elles, le fait d'être des outils de soft power des États, comme on l'a dit, peu importe les idéologies qui sont derrière, et puis surtout en termes d'impartialité. Et là, pour le coup, on est vraiment sur une ligne de crête, notamment à MDM, mais pas que, où on a assumé de franchir le Rubicon qui était justement de dire ni de droite ni de gauche en même temps, notamment lors des dernières élections législatives après la dissolution, en disant nous, on appelle à voter contre l'extrême droite, les idées d'extrême droite et les partis qui les portent. Alors de fait, ça nous met dans le champ politique encore plus prononcé, quasi partisan, sans forcément dire pour qui il fallait voter droite, gauche ou en même temps, mais en affirmant concrètement qu'aujourd'hui, et c'est ce que je dis dans mon ouvrage, David, sur le fait que l'extrême droite, notamment en Europe, pose des questions existentielles à nos associations, parce que vous avez des acteurs politiques, de Trump à Orban, en passant par Meloni, qui aujourd'hui sont au pouvoir et montrent comment elles restreignent les espaces des organisations indépendantes. Ce qu'on voit déjà aussi en France, même si l'extrême droite n'est pas encore au pouvoir, il y a déjà beaucoup d'aspects des idées d'extrême droite qui sont traduits dans les politiques publiques, ça il faut le savoir, sur plein d'aspects. Et donc, en fait, on voit comment nous sommes attaqués par ces acteurs politiques. On est tué massivement sur certains terrains, on le voit à Gaza notamment. On coupe les financements. On empêche, par exemple, les associations. Et ça, c'est pas au fin fond, on va dire, en Europe, quoi. Des Mélanie qui empêche des bateaux de sauver des vies en mer Méditerranée, au prétexte que, et c'est ce que nous disent aussi beaucoup d'acteurs d'extrême droite en France, nous sommes des organisations qui sommes complices de passeurs, donc nous sommes des criminels, donc on va nous faire la misère, on va nous empêcher d'avoir des financements, et demain on va nous dissoudre lorsque le moment sera venu. Donc on voit comment aujourd'hui, en plus des coupes financières, sous pression de l'extrême droite, sous pression de ce populisme qu'on a évoqué, nos associations qui sont des émanations de société civile, qui sont l'expression de l'université société civile, qui se bat pour de la pluralité et donc pour des systèmes démocratiques, nous sommes considérés comme des ennemis des extrêmes droites, y compris dans nos démocraties. Et donc, on a considéré à Médecins du Monde qu'on ne pouvait pas faire l'autruche et dire attendez, nous on est impartiaux, c'est nos principes et tout. Non, on est sur une ligne de crête où là aujourd'hui, quand on a face à vous des gens qui veulent vous tuer, il faut leur dire qu'on n'est pas d'accord et qu'on va se défendre. Et donc, ça nous amène à être en tension avec ce principe d'impartialité qu'on a évoqué, qui, justement, justifie qu'on est à la fois, on n'est pas un parti politique, on n'est pas un syndicat, on est une ONG avec une inscription de terrain, on rend des services à des gens, mais en même temps, on témoigne de situations dans la remise en question des droits qui nous semblent intolérables, et on est capable de dire aussi à des partis politiques qu'ils posent un problème sur notre conception de la solidarité, du rapport à l'autre, du faire société, en fait. Bertrand et Jean-François, il nous reste quelques minutes seulement. Je voudrais d'abord vous remercier infiniment tous les deux parce que vous faites œuvre de ce que Jean-François appelle une pensée critique permanente. Il y a quand même peu de domaines où des gens développent une telle réflexion sur leur propre travail, leurs propres limites, leurs propres enjeux. Et rien que pour ça, moi je vous dis bravo, vous n'êtes pas forcément d'accord, mais au moins il y a un point sur lequel vous êtes d'accord, c'est l'aspect réflexif des choses, c'est-à-dire
constamment, vous posez des questions sur vos limites, sur les instrumentalisations qui peuvent être faites. On a parlé de la politique, on a parlé de l'argent, on a parlé des États, etc. Je voudrais juste, pour terminer, puisque c'est votre souhait à tous les deux dans vos ouvrages, cette idée de réinvention. Alors, c'est même pire que ça chez Bertrand, parce que Bertrand, en gros, c'est se réinventer ou disparaître, hein, si j'ai bien compris. Quels seraient à grands traits, les modèles alternatifs d'action qui pourraient éviter cette instrumentalisation financière, cette instrumentalisation politique, et faire que vous puissiez travailler et sauver des vies? Parce que c'est quand même ça que vous faites, quand même, bordel. Vous sauvez des vies. Quel modèle alternatif? Je pense que là, Jean-François a évoqué la question donc de la dépendance et puis de l'attitude à adopter par rapport aux États. Je crains que nous soyons déjà entrés dans une époque qui malheureusement risque de durer assez longtemps, où il ne va pas y avoir grand-chose de bon à attendre des États. Et je pense qu'il est important pour les organisations qui le peuvent, parce que toutes ne le pourront pas, mais je pense qu'il est important pour les organisations qui le peuvent de se démarquer autant que possible des États. Et ça passe par des choix en termes de développement économique. Alors effectivement, il y a la question de la diversification des financements qui peut être un levier, mais je pense que le principal levier de l'indépendance, c'est la collecte, c'est auprès du grand public, c'est les donateurs, les donatrices, les citoyens et citoyennes qui peuvent aider les organisations humanitaires. Je pense qu'on est peut-être à un tournant. Enfin, on parle de crise des financements, de crise politique. Je suis pas certain que ce soit une crise de financement ou une crise politique à proprement parler. Je pense qu'on est davantage sur une crise de légitimité dans laquelle les États donateurs ont bien évidemment leurs responsabilités, mais également les organisations humanitaires qui n'ont pas su créer les conditions de faisabilité d'une réelle indépendance. Et cette crise de légitimité, cette crise systémique en quelque sorte, elle peut donner une nouvelle visibilité, une nouvelle légitimité à d'autres formes d'aide humanitaire, plus informelles, mais plus engagées politiquement, qui passent souvent sous les radars, qui passent d'ailleurs souvent sous les radars de l'historiographie officielle de l'humanitaire. Alors là, tu veux parler des mouvements solidaristes, hein? C'est ça? Secours Rouge International ou Solidarité Internationale antifasciste pendant la guerre civile espagnole notamment, qui passe totalement sous les radars de l'historiographie officielle de l'humanitaire. Je pense que la période qui s'ouvre est propice à ce que certains appellent l'humanitaire de résistance, qui est sûrement déjà à l'œuvre, avec des actions comme la flottille humanitaire pour Gaza, qui peut rentrer dans ce créneau-là. Et je pense que cet humanitaire de résistance, s'il parvient à se concrétiser, s'il parvient déjà à résister à l'institutionnalisation, parce que si le fait humanitaire veut pouvoir garder une vraie marge de manœuvre, une vraie liberté d'action, une vraie liberté de penser, il lui faut avant tout résister à toute forme d'institutionnalisation. Et peut-être que la séquence qui est en train de s'ouvrir va permettre à d'autres formes d'aide humanitaire de devenir plus visibles, de gagner en légitimité. Et je pense que l'humanitaire de résistance, alors on n'aura peut-être pas le temps de développer sur ce qu'on peut entendre par l'humanitaire de résistance, mais je pense que l'humanitaire de résistance, c'est ce qui doit permettre aux faits humanitaires, aux gestes humanitaires de rester, à mes yeux, dans le sens de l'histoire. Bertrand, merci beaucoup. Jean-François, il me plaît de faire du protocole, hein, le mot de la fin au président. C'est rare qu'on soit protocolaire. Voilà, le mot de la fin au président de Médecins du Monde. Oui, enfin, on l'a montré, enfin, on n'a pas attendu la crise d'aujourd'hui des financements qui révèle une crise de valeur, il me semble, beaucoup plus large, pour être dans une pensée critique, pour remettre en question le néocolonialisme lié à l'humanitaire, à la politisation de l'aide, enfin
des chercheurs comme Bernard Rousse des années 80, Ronnie Broman que tu connais aussi depuis 40 ans, sont déjà dans cette approche de pensée critique où justement il faut bien avoir en tête les logiques des acteurs, des différents acteurs, et être dans des postures où justement, si on considère l'humanitaire comme des acteurs humanitaires, notamment les ONG, comme des acteurs intéressants de contre-pouvoir dans le champ des relations internationales, il faut bien se dissocier des États, être sur des valeurs qui nous distinguent et sur des modes de dépendance ou d'indépendance qui soient marqués. MSF, c'est pas pour rien qu'ils soient à 100% de financement, c'est que depuis les années 80, ils ont compris que sur cet aspect-là, il fallait qu'ils soient indépendants. Et nous, c'est pareil. On a fait ce choix de diversification des fonds, c'est parce que déjà, on avait en tête depuis de longues années Bien sûr. que je sois aux manettes. Donc, ce qui me semble nouveau, tout ce qui relève de l'humanitaire, on va dire, de désobéissance civile, de la société civile. Si on le voit aujourd'hui au travers de la flottille, enfin, ça a toujours existé. J'ai travaillé sur les questions de documentation des engagements de la société civile dans le formel, l'informel autour de l'accueil des migrants, alors je remonte à l'époque de Sangatte et des événements de 2012-2015 sur Calais et Grande-Sainte, mais ça a existé bien avant, des mobilisations de société civile, et vous l'avez rappelé, en Espagne ou ailleurs, qui étaient dans de l'action. Et de fait, que ce soit en régime autoritaire, démocratique ou totalitaire, surtout en démocratie aussi, il ne faut pas forcément tout attendre de l'État. Et les sociétés civiles peuvent se mobiliser, elles le font sur différents aspects, que ce soit dans les questions sanitaires, sociales ou autres. Ce que je trouve, moi, nouveau par rapport à tous ces éléments, qui me met plus en situation de difficulté, c'est que justement, parmi tous les zones de tension qu'on a évoquées, c'est le fait que dans nos démocraties aussi, nos démocraties tendent se radicalisent avec l'extrême droite qui arrive au pouvoir, avec ces extrêmes droites qui ont des tendances à vouloir nous amener vers des régimes illibéraux et qui considèrent notamment les ONG qui sont dans l'action politique comme la nôtre, c'est-à-dire non pas partisane, mais sur la défense d'une certaine idée de la démocratie, du rapport à l'autre, de la solidarité, de la lutte contre les inégalités. Ces mouvements d'extrême droite qui aussi prennent le pouvoir en démocratie, nous considèrent comme des ennemis et veulent nous faire la peau, quoi. Et donc ça, il y a quand même une question existentielle qui se pose à nous, parmi tout un tas d'autres éléments qu'on a évoqués, la dépendance ou l'indépendance, qui fait qu'on est dans une situation particulière et qui fait qu'il faut qu'on continue à se mobiliser, qu'on entretienne nos capacités d'indépendance, qu'on continue à être dans le politique sans être partisan, même si à des moments, il faut assumer que face à des acteurs politiques qui veulent nous tuer, eh bien, on ne va pas se laisser faire. Voilà, on est reconnu, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais au travers de Gaza, des gens nous donnent beaucoup d'argent parce qu'ils voient qu'on est sur le terrain. Il y a une défiance avec les élites politiques qui n'assument pas leurs responsabilités. Donc, on est encore reconnu par la société civile. On est une émanation de société civile. On a des bénévoles aussi chez nous et pas que des salariés. Il faut qu'on continue à offrir ce modèle où on puisse vivre un engagement, être dans l'action, rendre service à des gens et aussi défendre des valeurs de solidarité en tension avec les acteurs politiques. Voilà, c'est sur cette ligne qu'on va continuer à se distinguer. Je vais rester sur le domaine de l'humanitaire, puisque bon, pour écrire Contre-histoire de l'humanitaire, j'ai bien sûr étudié pas mal de livres, et c'est intéressant de constater que voilà, l'historiographie de l'humanitaire est beaucoup plus riche côté anglophone que côté francophone. Voilà, c'est un petit regret qu'on peut avoir. Et du côté anglophone, voilà, je recommanderais tout particulièrement le livre de Michael Barnett, Empire of Humanity, dans lequel j'ai beaucoup appris. Il est sorti en début des années 2010. Disponible uniquement en anglais, donc voilà, ça implique de parler la langue de Shakespeare. Mais c'est vraiment un bouquin très très complet pour qui veut bien comprendre les différents rouages et les grandes étapes de l'histoire de l'humanitaire également. Même question, Jean-François, on ne m'entendait pas, je disais, donc il y a toujours deux questions rituelles, une recommandation culturelle, ça peut être un jeu vidéo, ça peut être un film, ça peut être un roman, ça peut être un essai. Qu'est-ce qui t'a plu dernièrement? Ah ouais, ces pièges-là, c'est dur. Écoute, pour être dans l'actualité, moi je suis un enfant du Maroc et je suis très concerné par ce qui se passe au Maroc avec les manifestations en ce moment, et je vois des jeunes qui sont hyper courageux pour aller défendre les services publics, avoir accès à des soins de santé, à l'éducation, hein. C'est quand même partie d'un mouvement où il y a une dizaine de femmes qui sont mortes
ensuite 2 couches, à l'hôpital d'Agadir où je suis né. Donc, voilà, je pense à eux et ça tombe à un moment où j'étais en train de finir la trilogie de Laïla Slimani, Le pays des autres, qui raconte voilà, l'histoire un peu du Maroc sous l'œil d'une famille composée avec un métissage franco-marocain. Et c'est un ouvrage qui est très touchant, voilà, qui m'a beaucoup plu. Je viens de terminer le 3e volet il y a 2 jours, et voilà, j'en parle. Donc c'est Laïla Slimani, c'est Le pays des autres, et c'est très chouette. Ultime question pour vous tous les deux, que faire? Alors vous n'avez pas 2 heures. Que faire? Que faire de quoi? Ah ben que faire? C'est la question de Lénine. Vas-y. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vas-y Bertrand. Alors là, je vous aide. Regardez, je vous aide. Je sais pas si vous voyez l'écran. Je mets et merci Urial. Je mets la page. Aider à résister. On parlait d'humanitaire de résistance. Voilà, il y a effectivement faire des dons, mais que faire? Voilà, que faire par rapport à la situation à laquelle nous faisons face, qu'elle soit politique, qu'elle soit économique, qu'elle soit sociale? Que faire? Je pense qu'il faut déjà bien se rendre compte que la situation actuelle est en lien direct avec l'état de dépérissement du système capitaliste, du mode de production capitaliste. Je pense que pour les ONG humanitaires, il faut rentrer dans une lecture un petit peu plus matérialiste des choses et peut-être oser se confronter davantage aux tenants du capitalisme. Et ce que j'appelle l'humanitaire de résistance, c'est aussi un humanitaire voilà, qui osera entrer en confrontation avec le capitalisme, qui osera nommer l'ennemi et qui osera nommer les choses. Je pense qu'il faut aller vers ça. On rentre dans une période potentiellement dangereuse, mais également riche en opportunités peut-être. Et voilà, moi je souhaite rester optimiste et je reste convaincu que la solidarité, que le fait d'aider les autres peut être un formidable levier de transformation sociale. Jean-François, que faire? Oui, tu nous tends la perche, alors évidemment, quoi faire? N'hésitez pas à continuer à nous donner de l'argent parce que c'est, vous l'aurez compris, un gage d'indépendance aussi pour nous. Et donc donner, c'est aussi voilà, vous retrouver, prolonger votre geste et peut-être vos idées dans notre action. Et ça nous permet d'entretenir une activité indépendante. Le deuxième point, je ferai en 3 points. Le deuxième point, c'est bien voter, quoi, et voter pour les partis qui défendent une certaine idée de la solidarité, des politiques publiques avec un État social qui a des moyens. Et puis le troisième point, peut-être en forme. Attends, tu veux voter pour... Attends, j'ai pas compris. Tu veux voter pour des gens qui explosent en plein vol en ce moment, là? Non, je dis qu'il faut... Non, je blague. défendre un État social fort, c'est-à-dire avec des moyens pour les services publics, pour l'hôpital, pour défendre la démocratie sanitaire ou autre, quand le moment sera venu, et défendre le droit international humanitaire. Enfin, moi, il y a des partis qui sont plus sensibles que d'autres. Chacun fera son choix, mais c'est aussi dans les urnes que ça se passe. Et le troisième point, peut-être, c'est qu'on a face à nous des acteurs qui, de manière... totalement frontales, défendent des visions suprémacistes, racistes, et assument d'être encore une fois, des suprémacistes décomplexés. Je pense qu'il faut leur opposer le fait que nous, on défend une vision décomplexée de la solidarité. Voilà, et il faut y aller à fond. Parfait. Merci, messieurs. Je redonne vos deux ouvrages. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Ah, attends, pourquoi j'ai pas la bonne caméra ici? Là, ça devrait aller. Tac, voilà. Ils sont là, vos bouquins. Contre-histoire de l'humanitaire de Bertrand Breckville aux éditions Critiques. Et Jean-François Corti, Géopolitique de l'action humanitaire, 40 fiches illustrées pour comprendre le monde aux éditions Erol. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous éclairer, de nous faire avancer. Et j'en perds mon casque, c'est vraiment un bordel. Ce matin, c'est le bordel. Bon, c'est pas grave. Merci en tout cas, David. Merci pour ton invitation et ton émission où on a vraiment le temps de développer. C'est un super format, je le redis chaque fois. C'est pas pour te brosser dans le sens du poil et que tu nous réinvites rapidement, mais c'est un super format. Merci à toi. Oh, vous êtes à la maison. Vous venez dès que c'est nécessaire. Il n'y a aucun souci. Avec grand plaisir. Merci à vous deux. Merci beaucoup.
Merci à tous les deux, ils ont été super, merci beaucoup. Désolé pour les problèmes techniques, alors je crois que j'ai compris ce qui s'est passé. La riposte, c'est vous. Donnez au poste.